Ce n'est qu'après 40 années d'hésitation et de projets divers que le 22 novembre 1895, le gouvernement décide la création d'un métropolitain à Paris. Ce sera à la ville de Paris de concevoir et développer son métro. Il fallait être prêt pour le 14 avril 1900, date d'ouverture de l'exposition universelle. Les travaux furent menés à un rythme extraordinaire. Il ne fallut que 17 mois pour construire la ligne 1, qui reliait la porte Maillot à la porte de Vincennes. Malgré cette prouesse, l'inauguration n'eut lieu que le 19 juillet, soit avec 3 mois de retard sur l'ouverture de l'exposition. La nature du sous-sol parisien réservait bien des surprises. Il fallut donc déployer parfois des trésors d'imagination pour trouver des solutions techniques adaptées. Clive Lamming est spécialiste des chemins de fer. Le métro de Paris a une particularité, c'est qu'il est construit à faible profondeur. Et exactement, c'est un tramway urbain qui est simplement construit 10 à 15 mètres plus bas que les chaussées des rues. C'est le système du cut and cover qui consiste à faire une tranchée dans les rues. À l'époque, c'était sur des travaux considérables et on les recouvre simplement avec une chaussée. Et pour creuser les premières lignes, on a suivi tout simplement le plan des voies de circulation. Donc c'est un métro qui a coûté relativement peu cher et qui suit les tracés des rues qui ne passent que très rarement sous les maisons. La seule exception, c'est les traversées sous la Seine. Et les premières voitures, en bois, sont conçues pour répondre aux normes d'un chemin de fer souterrain. Le métro devient vite très populaire. Chaque ouverture de ligne sera désormais inaugurée en grande pompe. Et les politiciens comprirent vite le parti qu'ils pouvaient en tirer. Il était bon de se montrer et de participer aux inaugurations. C'est en fanfare que les nouvelles lignes sont inaugurées. Et Georges Pernaut, ministre des Travaux publics, tient à être le premier à tester les nouvelles voies. Au fur et à mesure que la population de Paris devenait plus dense et que la circulation y devenait plus difficile, on construisait ou on creusait de nouveaux tunnels et des trains chaque jour plus nombreux emportaient des voyageurs chaque jour plus nombreux sur les lignes du métro. Et les ouvertures de stations se succèdent. De 1900 à 1937, plus de 320 stations sont ouvertes, ne laissant aucun point de Paris à plus de 400 mètres d'une bouche de métro. Monsieur Bienvenu, à qui l'intelligente gratitude de la population parisienne a donné le nom désormais impérissable de père du métropolitain. Fulgence Bienvenu, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées et breton, donnera 34 ans de sa vie à la construction et au développement du métro. C'est lui qui décida que toutes les lignes seraient indépendantes, de manière à ce que les voyageurs n'aient pas à se demander quelle est la destination du train quand il entre dans la station. L'ensemble des lignes, lorsque les prévisions actuelles auront été réalisées, dépassera 160 km pour le réseau urbain et sera de plus de 200 km après son extension dans le réseau de banlieue. L'homme est tenace et ne raisonne que sur le long terme. En 1929, à l'âge de 77 ans, il entreprend le grand programme de prolongement des lignes de métro en banlieue. Fulgence Bienvenu prend sa retraite à 80 ans et laisse derrière lui l'une des plus grandes réalisations urbaines du XXe siècle. C'est une prouesse qui est aussi importante, je dirais, qu'aujourd'hui la conquête de la Lune, n'est-ce pas? Parce qu'on est arrivé dans le métro de Paris à faire des exploits techniques sous terre dans des endroits où nous n'avons jamais été à l'époque. Exemple de prouesse technique, la station Saint-Michel. Il s'agissait, à cet endroit, de faire traverser la Seine à la ligne numéro 4. On décida de créer les éléments d'une station en métal qui serait ensuite enfouie dans le sol. Il a fallu, là aussi, trouver des solutions ingénieuses. Antoine Dupin, directeur territorial à la RATP. Par exemple, pour traverser la Seine à Saint-Michel, on a créé une usine de congélation pour congeler les terrains qui étaient très mous en dessous de la Seine. Il fallait en effet que le sol soit dur pour y creuser une tranchée destinée à recevoir les énormes caissons qui deviendront le tunnel sous la Seine.
il fallut immerger 5 caissons d'une longueur totale de plus de 440 mètres pour créer le tunnel. Ça faisait gloup, gloup, gloup. Cet énorme vaisseau, n'est-ce pas, est descendu comme une coque de navire. C'est la coque du Titanic qui allait se loger d'elle-même en profondeur, là où est la voie actuelle. Autre exemple d'ingéniosité, la station Gare de l'Est. Ici, il a fallu amener le métro sous la gare du chemin de fer. Si on scie cette colonne, ce serait très dangereux parce qu'elle remplace un des piliers du bâtiment d'origine et elle permet en somme au métro de venir se loger sous l'angle de la face. Ce pilier est au cœur du système très complexe créé entre la station de métro et la gare de l'Est. Il a fallu que l'une accepte l'autre, ce qui n'était pas rien. Cette station est le plus grand ouvrage d'art de genre dans le réseau du métro de Paris, avec effectivement de très longues traverses, n'est-ce pas, métalliques qui soutiennent la chaussée de la rue. Si je montais 4 mètres plus haut, je me retrouvais directement sous les roues des taxis qui sont stationnés plus haut. Donc nous sommes au cœur même d'un univers technique très complexe. Les concepteurs du métro tiraient une grande fierté de certains ouvrages qui alliaient prouesse technique et beauté architecturale. Le viaduc d'Austerlitz en est un bel exemple. Le défi était de franchir à la fois la Seine, le port d'Austerlitz et celui de la Râpée sur une distance de près de 900 mètres. Un ouvrage de 140 mètres de portée entre ces deux piliers fut réalisé en 1903-1904. Le viaduc d'Austerlitz surpassait ainsi le pont Alexandre III et ses 107,50 mètres de portée. Depuis plus d'un siècle, concepteurs, ingénieurs et ouvriers travaillent de concert au développement du métro en explorant les techniques nouvelles. L'évolution technique majeure de la fin du siècle dernier, ça a été la création d'abord du métro sur pneus. On est passé du métro fer au métro sur pneus. Et également du métro automatique, puisque la RATP, avec la ligne 14, a été pionnière du métro automatique.